Centre d'art et de culture et du FSJU. Théâtre, concerts, créations exclusives, rencontres inédites. Tout le programme du Centre d'art et de culture est sur culture-juive.fr. Radio J. Radio J. Le 10-11. Lise Gutman. Radio J. Radio J. Les invités de Lise Gutman. Radio J. Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir dans le studio de Radio J, Yuval Waknin. Bonjour. Bonjour Lise. Alors, Yuval Waknin, il est délégué national de l'Union des étudiants juifs de France. Il a beaucoup de titres, donc je lis tout pour ne pas me tromper. En charge de la lutte contre l'extrême droite et contre l'extrême gauche. Quel travail. Il est également, Yuval Waknin, représentant de l'UEJF auprès de l'Union mondiale des étudiants juifs. Et on ne l'avait pas prévu, mais je le dis, il parle 5 langues. Donc c'est pour ça peut-être aussi qu'il a été choisi pour être à l'international. Yuval, merci d'être avec nous. On a beaucoup de choses à évoquer avec vous. Et on va commencer avec un voyage de solidarité en Israël auquel vous avez participé pendant Yom HaAtzmaut et Yom HaZikaron. C'était la première fois que vous y retourniez depuis les attentats, depuis le pogrom du 7 octobre? Tout à fait, Elise. C'était la première fois que je retournais en Israël depuis les pogroms, les massacres atroces du Hamas du 7 octobre. Qui plus est dans un cadre particulier, le jour de Yom HaAtzmaut, le jour où on célèbre l'indépendance de l'État d'Israël. Une ambiance assez particulière, je dois vous reconnaître, une ambiance très triste et très solennelle et très unie lors de Yom HaZikaron, le jour en mémoire de tous les soldats et toutes les victimes du terrorisme. Alors, il y a Yom HaZikaron suivi de Yom HaAtzmaut. Exactement. Et tout de suite après Yom HaAtzmaut, une ambiance très peu festive, très inhabituelle de la société israélienne, mais qui traduit bien en fait le sentiment extrême de solitude, mais en même temps d'unité qui traverse le peuple juif et Israël en ces moments si difficiles depuis le 7 octobre. Alors, vous parlez hébreu, donc vous avez le fait de parler la langue, ça permet un lien direct avec les Israéliens, avec la population. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme conclusion ? Alors, pour être tout à fait honnête avec vous, ce qui m'a beaucoup surpris en Israël, c'est que nous, en tant que juifs de diaspora, lorsqu'on va en Israël, ou même lorsqu'on est ici, qu'on manifeste, on se dit « j'ai envie d'être en Israël, j'ai envie d'être place des otages pour manifester et soutenir Israël qui souffre terriblement en ce moment ». Et lorsqu'on est là-bas, les Israéliens nous demandent « et vous en diaspora, comment ça se passe ?» Ouais, ils sont inquiets. Moi, je reçois des inquiets. coups de fil, je sais. Mais c'est impressionnant. Et au début, je me suis dit « mais comment est-ce qu'ils peuvent être aussi inquiets ? C'est la guerre en Israël et nous, ok, on se bat. » Mais en fait, j'ai compris que la guerre, ce n'est pas seulement la guerre d'Israël, c'est la guerre du peuple juif à vivre, à être juif comme on l'entend. Et en fait, lorsque j'étais en Israël, ce qui m'a terriblement choqué et déçu, c'est qu'il y a eu 2 actes antisémites majeurs en France en 3 jours. Tout d'abord, les mains rouges au mémorial de la Shoah. Oui. Et après, le cocktail Molotov à Rouen. C'était pas au mémorial. Je m'excuse. Vous avez raison, c'était au mur des Justes. Mur des Justes. Vous avez tout à fait raison. Et ça a été dans tout le quartier. Et ça, on ne le dit pas. Mais dès l'hôtel de ville, c'était tagué. C'est important de le préciser. Vous avez tout à fait raison, Lise. Et lorsque j'étais en Israël, j'avais qu'une seule envie, c'était de revenir tout de suite en France pour pouvoir venir manifester. Bien sûr. Et j'ai compris ce sentiment, et j'ai aussi compris qu'on était un peuple uni lorsqu'on se rend compte que la diaspora s'inquiète pour Israël et que Israël s'inquiète pour la diaspora. Mais oui, c'est très fort comme expérience. Vous êtes allé sur les lieux du massacre ? Oui, je suis allé dans les différents kibboutz, notamment à Nir Oz. Je suis même allé devant la maison des Bibas. Et je peux vous dire que ça m'a fendu le cœur, et je pense que c'est le lieu qui unit le plus actuellement les Juifs du monde entier, parce qu'on s'identifie tous à cette famille. À titre personnel, comme vous pouvez le remarquer, je suis roux, et quand je regarde des photos de moi petit, je me reconnais dans les petits Ariel et Kfir, et je me dis, ça aurait pu être moi. Et je sais que je suis pas le seul à m'identifier. Et cette maison qui est d'une simplicité déconcertante, dans un kibboutz qui est un coin de paradis, ces gens-là souhaitaient la paix, souhaitaient vivre en harmonie avec les Palestiniens. De gauche, Qui plus est, et lorsque vous êtes devant cette maison qui n'a rien à envier à personne, qui est très loin de tous les clichés qu'on peut imaginer sur les Juifs, je peux vous dire que ça vous fend le cœur, et j'attends qu'une seule chose, comme tout le monde, c'est le retour des petits Bibas et de Chiri et de son époux. Ouais, on espère, et de tous les otages, bien sûr. Bien sûr. Ouais, de tous les otages. Vous avez rencontré, je crois, la famille d'Itaï Chen.
Exactement, et je peux vous dire que, encore une fois, ça fut une épreuve assez difficile. Je suis allé place des otages à Tel Aviv le samedi soir, Kikar HaChatoufim, place des otages, à la manifestation comme chaque samedi, et j'ai rencontré des familles d'otages, et ils sont venus me voir pour nous remercier, nous, la communauté juive de France, pour tout notre travail qu'on essaye de faire pour la libération des otages. Et j'ai eu un geste malheureux que je regrette tout à fait actuellement. J'ai dit à la mère d'Itai Shen: vous verrez dans quelques semaines, votre fils sera avec vous, vous pourrez retourner à la plage et vous serez heureuse et ça sera plus qu'un mauvais souvenir. Et je n'ai pas eu la conscience de me rendre compte qu'en fait, il y a des familles qui manifestent pour récupérer juste le corps de leur fils assassiné. On vit une situation tellement incroyable, du jamais vu. C'est tellement atroce qu'on peut pas forcément avoir tout de suite le bon réflexe. Faut pas. Mais je n'avais même pas cette considération qu'on puisse manifester pour le corps de son fils ou de sa fille. C'est quelque chose qui me semble totalement inimaginable et qui montre la barbarie du Hamas. Ouais, jusqu'au bout. Alors justement, vous avez rencontré aussi l'ex-otage Louis Hart, 70 ans. Exactement. Alors ce fut vraiment un moment très très émouvant, et ce qui m'a le plus marqué dans la rencontre, je lui ai montré qu'on avait fait une table des otages avec sa photo, et il m'a dit: mais moi, peu m'importe, aujourd'hui je suis libéré, mais il faut se battre pour tous les otages. Et surtout lorsque Tsahal est venu le libérer dans une opération spéciale, Tsahal, les soldats leur ont dit: vous êtes nos diamants. Il leur a dit: non, c'est vous qui êtes nos diamants. Quelle armée dans le monde irait chercher dans de telles conditions ses propres otages? C'est vous qui êtes prêts à vous sacrifier pour nous, vous êtes nos diamants à tout le peuple. Waouh. Ah oui. En effet. Alors, vous avez un gros investissement dans la lutte contre l'antisémitisme à l'international avec la World Union of Jewish Students, donc le syndicat mondial des étudiants juifs. Tout à fait. De quoi s'agit-il ? Alors, actuellement, moi, je suis le représentant de l'UEJF auprès de la WUJUS. Donc, l'Union mondiale, en fait, permet de mettre en lien les différentes unions de plus ou moins grande taille en fonction de la taille des communautés juives. Et en fait, ça permet aussi de confronter nos différentes manières de lutter contre l'antisémitisme. Et à l'UEJF, malheureusement, on a l'habitude de lutter contre l'antisémitisme à grande échelle, que ce soit dans les campus ou dans les villes. Et j'apporte mon expérience à différentes unions, plus ou moins locales. Ça peut aller de l'Afrique du Sud, en passant par les États-Unis. On pense malheureusement aux événements à Columbia, mais aussi tout à fait proche de nous, j'ai été amené à aider l'Union des étudiants juifs de Belgique récemment. Ah, alors racontez-nous justement l'UEJB. Exactement. Alors l'UEJB, donc des militants tout à fait exceptionnels et extraordinaires dans leur manière de lutter, tout en plus que eux n'ont pas la chance d'avoir un gouvernement qui les soutient. C'est le moins qu'on puisse en dire. Exactement. Et je félicite aujourd'hui les militants de l'UEJB, en particulier les coprésidents Gad Dehé et Gabriel Piorka, qui font un travail remarquable dans les campus, notamment de l'ULB, l'Université libre de Belgique. Il y a eu des blocus comme nous à Sciences Po. Et lors de ces blocus, Gad Dehé, le coprésident de l'UEJB, s'est fait agresser physiquement. Et c'est là où on en arrive en fait à la réalité de l'antisémitisme sur les campus. Les différents mots proposés justement par LFI et consorts se traduisent par des actes, des violences où on interdit différents étudiants juifs, car sionistes, d'assister à certains événements. Ce fut le cas à Sciences Po avec nos militants de l'UEJF. Oui. Et à la fin, ça finit par des actes violents, si ce n'est pas des meurtres. Et je mesure mes mots en disant cela. C'est-à-dire des meurtres, quand même. Alors aujourd'hui, peut-être pas. Il n'y a pas d'étudiant juif qui a été tué pour l'instant. Pas pour l'instant, mais justement, non, je vous l'accorde. Mais je suis très prudent sur ce que je dis. Et lorsque je vois que, par exemple, dans les tueries de Mohamed Merah ou les tueries de l'hypercacher, le motisme palestinien et de la vengeance des Palestiniens a été évoqué, ou que récemment à Courbevoie on a eu un viol antisémite. Je suis désolé, ça a été horrible. On est dans une zone et une situation qui est très dangereuse pour les étudiants juifs de France et pour les juifs de France actuellement. En général, oui. Et je tiens à le dire, nous ne sommes pas à l'abri d'un drame. Et justement, j'appelle à la retenue. Les drames s'enchaînent, je Les m'excuse drames de dire s'enchaînent, ça, vous avez raison. Mais jusqu'à où ? Jusqu'à où, dit Gutmann? Et aujourd'hui, c'est ça qui devrait nous alerter, et c'est ça qui devrait alerter les différents politiques en campagne pour les législatives, et c'est ça qui m'indigne aujourd'hui. Ouais, je comprends. Comme on comprend. Alors, on voulait parler très vite de votre voyage de solidarité en Afrique du Sud, à la rencontre de cette communauté abandonnée aussi par leur gouvernement. Exactement. Alors, lorsque je suis parti en Afrique du Sud, je dois vous reconnaître que j'avais une grande appréhension. Et vous êtes parti dans quel cadre? Dans le cadre justement de l'Union mondiale, on a fait un voyage de solidarité pour aller soutenir les différents étudiants juifs sur les campus et dans leur communauté pour justement leur apporter leur soutien avec la situation très complexe qu'ils vivent actuellement. Et en réalité, on a été
extrêmement et agréablement surpris de la situation des étudiants juifs sur les campus. Ils peuvent se balader avec tzitzit qui passe, qui nous semble impossible aujourd'hui en France. Et ils peuvent surtout avoir le soutien de leurs camarades qui ont très très peu de préjugés antisémites. Il faut noter que depuis le 7 octobre, il n'y a eu que 66 cas d'antisémitisme en Afrique du Sud. C'est déjà beaucoup, mais comparé à ce qu'on vit en France, c'est incroyablement bas. Oui. Et la communauté juive vit et prospère très bien en Afrique du Sud. Ce qui nous a été rapporté, c'est qu'en réalité, c'est plutôt le parti au pouvoir, l'ANC, qui essaye de trouver un moyen de promouvoir les foules avant leurs élections qui ont eu lieu au mois de mai, pour justement trouver des points de ressemblance entre les Palestiniens et la situation en Afrique du Sud. Et pour être honnête avec vous, je trouve même que c'est une insulte pour les Sud-Africains qui ont vécu l'apartheid. Et qui, eux, savent ce que c'est que l'apartheid, la vraie. Exactement. Il y a des Sud-Africains non-juifs qui vont en Israël dans des voyages organisés et qui disent non, en Israël, ce n'est pas l'apartheid. J'ai été choqué de voir un Sud-Africain non-juif qui m'a dit qu'il n'est pas allé aux toilettes à l'aéroport Ben Gurion parce qu'il cherchait des toilettes pour Noirs et pour Arabes, parce qu'il pensait qu'en Israël, il y avait un apartheid et qu'il s'est retenu toute la journée parce qu'il pensait que c'était ça. Et quand il est allé aux toilettes à Tel Aviv et qu'il a vu des Arabes et des Juifs israéliens dans les mêmes toilettes, il s'est dit non, ce n'est pas ça l'apartheid. Et ma mission en retournant en Afrique du Sud, c'est d'aller sur les campus pour expliquer pourquoi Israël n'est pas un état d'apartheid. Ah, c'est incroyable, oui. C'est à des choses concrètes comme celle-là qu'on comprend la profondeur du malaise et jusqu'où ça peut aller. Complètement. Ah oui, c'est passionnant. Alors, vous vouliez évoquer avec nous aussi la dérive antisémite à Columbia, aux États-Unis. Alors oui, donc au niveau de Columbia, l'antisionisme a pris des proportions incroyables et a montré une nouvelle fois que l'antisionisme n'est qu'une forme de l'antisémitisme. Et on a eu des appels d'étudiants juifs dont on avait les adresses sur les campus à Columbia, qui n'étaient pas en sécurité, qui nous ont demandé quoi faire. Et on a fait le lien pour les aider à être en sécurité, pour pouvoir partir des campus. On a un professeur israélien qui s'est vu interdire l'accès parce que c'était trop dangereux pour lui. Et c'est là où je suis complètement choqué. L'accès de quoi ? L'accès à Columbia et à sa salle de cours. D'accord. Et pour moi, la peur doit changer de camp. Aujourd'hui, lorsqu'on est juif israélien et qui plus est qu'on ne promeut pas la haine, on devrait être complètement protégé parce qu'on est professeur d'une université, parce qu'on défend une institution. Et aujourd'hui, quand on voit dans la Ivy League aux États-Unis, et c'est un modèle pour ce qui se passe après à Sciences Po et dans les universités en France, on n'a pas de protection de ses professeurs et de ses étudiants, et la peur ne change pas de camp, et pire, elle se promeut, et l'antisémitisme devient monnaie courante et autorisée sur ces campus, et malheureusement, ça a été transposé en France aussi. Alors, vous voyagez beaucoup de par votre fonction, vous avez d'autres voyages de prévus, après les élections en France, bien entendu, sur lesquels je vais vous faire réagir d'ailleurs. Oui, pour être tout à fait honnête avec vous, les voyages... ça va, ça vient. J'ai un voyage de solidarité encore prévu en Israël. On va ramener des étudiants pour leur montrer la réalité de l'antisionisme et leur montrer en fait la réalité des kibboutz. La réalité par rapport à l'antisionisme. Exactement, voilà, mais aussi de pouvoir leur donner des armes, des moyens de défense sur leur campus pour expliquer ce qu'est la réalité. Je pensais que vous vouliez amener des étudiants non juifs. Alors actuellement, ça sera des étudiants juifs. À l'avenir, on pense aussi à emmener des étudiants non juifs. Mais la réalité actuelle d'Israël, c'est surtout une solidarité sans faille dont on a besoin. Et c'est vraiment sur ça que je me bats. C'est OK, on a des opinions différentes. Mais par contre, on doit rester unis en ces moments difficiles. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut insister. L'unité du peuple juif et l'unité aussi bien dans la diaspora, mais aussi en Israël. Mais oui, c'est vraiment si important par rapport aux élections en France, et ce sera... Le mot de la fin ? Oui. Alors, moi, je vais être très clair avec vous. Je suis dans une circonscription, la 10e circonscription de l'Essonne, où pour l'instant, le sondage donne un deuxième tour LFI-RN. Oui. Pour moi, ça me semble insupportable. Je me résous pas à ça. Ni LFI, ni RN, ni LFI, ni RN. Je ne peux pas, à l'heure actuelle, voter pour un candidat qui néglige les violences qu'ont subies des étudiants de l'UEJF à Sciences Po. Ça, c'est nos candidats de LFI. Mais je ne peux pas voter non plus pour un candidat qui pense que Jean-Marie Le Pen n'est pas antisémite. Je ne peux pas voter pour des candidats qui négligent la réalité de la Shoah. Et je ne peux pas voter pour des candidats qui veulent détruire la vie juive en France en interdisant la cache-route, l'abattage rituel, et qui, en réalité, ne cherchent qu'une seule chose, détruire la communauté juive de France et reproduire les événements violents qui ont pu avoir lieu dès la Shoah. On voit le GUT qui est très actif aujourd'hui et qui menace physiquement des étudiants juifs à Strasbourg et en France. Yuval Waknin, merci beaucoup. Merci beaucoup, Lise Gutmann. Mais je vais vous proposer quelque chose. On termine votre émission, mais vous restez avec nous parce que on accueille votre président. Avec grand plaisir pour rester pour Samuel. Dans quelques secondes, c'est Samuel Le Joyeux qui sera en ligne avec nous. Merci beaucoup, Lise.
Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. 14h, 15h, le grand journal, Steve Nadjar. Je vous attends tous les après-midi à 14h dans le Grand Journal, une heure de décryptage en direct de l'actualité en Israël, en France et dans le monde. Le Grand Journal, 14h, 15h, à tout à l'heure. Radio J. Tu as entre 16 et 35 ans? Massa et l'Agence Juive t'invitent au grand salon annuel des études et programmes en Israël le dimanche 30 juin de 14 à 19h à Paris 17e. Université israélienne, stage à Tel Aviv, volontariat, yeshivot, séminaire, ulpan. Tous les programmes pour vivre en Israël quelques mois ou toute une vie seront présents pour toi. Inscription obligatoire sur agencejuive.org. L'adresse vous sera envoyée après inscription. Avec Massa, allez au bout de vous-même pour réussir votre vie. Radio J. Radio J. Le 10-11, Lise Gutman. Radio J. Radio J. Cette semaine à l'UEJF. Lise Gutman. Radio J. Samuel Lejoyeux, président de l'Union des étudiants juifs de France, merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour Lise Gutman. Alors Samuel, je ne sais pas si vous avez pu entendre votre acolyte Yuval Waknin qui est toujours dans le studio avec nous et qui a évoqué certains sujets, mais vous allez en évoquer d'autres avec nous ce matin et j'aimerais que vous nous présentiez, Samuel, le Tour de France de la République, l'UEJF sur les routes pour dénoncer l'ERN et LFI. Absolument. Bonjour Yuval également. Hello Samuel. Plaisir, de l'entendre également sur Radio J. Tout à fait. Depuis hier, l'UEJF est sur les routes avec un van de la République. Le principe, quel est-il? Avec des militants. Nous sillonnons 10 circonscriptions cette semaine, 10 circonscriptions un peu symboles de ce contre quoi nous nous battons et symbole aussi d'une nécessité de mobilisation. Quelles sont ces circonscriptions? Elles sont finalement de deux ordres. Soit c'est des circonscriptions où se présentent des candidats objectivement haineux, racistes ou antisémites, du Rassemblement national ou de la France insoumise. Aujourd'hui, le van est en route vers le nord de la France, région chère à Yuval. Oui. Pour Yuval, aller, alors on précise, vous étiez où Yuval? J'étais le président de l'UEJF Lille pendant mes années à Lille. D'accord, oui Samuel. Exactement, donc c'est pour ça que je dis. Et donc, David Guiraud, nous irons dans la circonscription de David Guiraud, malheureusement trop célèbre député insoumis, ayant repris des images antisémites comme celle des dragons célestes. Et nous irons également dans la circonscription à Seclin d'un certain Victor Cato, qui est un candidat du Rassemblement national qui avait dit qu'il préférait les chiens aux migrants. Donc voilà, c'est contre cette xénophobie, ce racisme, cet antisémitisme que nous nous battons. Nous serons donc sur 10 circonscriptions de France cette semaine, 10 autres la semaine prochaine durant l'entre-deux tours, avec voilà toujours cette même ligne de conduite, j'ai envie de dire, qui est de se dire le pire n'est jamais sûr. Il y a dans toutes les circonscriptions au moins un bulletin de vote qui est un bulletin de vote qui n'est ni celui de LFI ou de ses alliés, ni celui du Rassemblement national, c'est-à-dire les LR républicains, la majorité présidentielle ou les dissidences à gauche. Et nous disons, voilà, c'est aussi ce van une arme anti-fatalisme. Non, il n'y a pas de fatalité à ce que le pire arrive. Jusqu'au dernier moment, il faut une mobilisation pour que les valeurs républicaines soient maintenues en France. Il faut y croire, c'est ça? Absolument, il faut y croire. Absolument, il faut y croire. Parce que vous savez, on va aussi, et c'est important, par exemple, demain, on sera dans le 93, dans la circonscription ayant le moins voté aux élections législatives de 2022. Le but, c'est quoi? C'est de dire aussi, si tous les abstentionnistes, cette majorité de gens plutôt raisonnables, si cette majorité-là se met à voter, eh bien à ce moment-là,
oui, il y a moyen de déjouer tous les pronostics. Donc oui, c'est aussi la fatalité, finalement, qui rend la possibilité d'avoir la France insoumise ou le Rassemblement national au pouvoir. Alors, est-ce que vous nous dites, comme Yuval Waknin vient de nous le confirmer, ni RN ni LFI? Oui, absolument, c'est ce qu'on dit. Alors, c'est deux sujets spécifiques, le Rassemblement national et LFI. Mais pourquoi on dit ni RN ni LFI? Parce que finalement, chacun à leur manière, ces deux partis politiques mettent en danger les Français juifs. Le Rassemblement national, c'est dans son ADN. Là, il y a encore, et sur l'antenne de votre radio, Sébastien Quechenu qui dit « Ah non, on ne va pas enlever l'abattage rituel ». Mais de qui se moque-t-on? C'est-à-dire, ça fait 10 ans que ce parti-là défend la fin de l'abattage rituel. Tout d'un coup, parce qu'il faut plaire aux Juifs, on dit « Ah ben non ». Mais dans le même temps, on dit « Il y a des hautes fonctions dans l'État qui ne seront plus accessibles aux binationaux ». Les binationaux, il y a beaucoup de Juifs qui ont la nationalité israélienne Bien également. sûr. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que par principe, c'est des ennemis de la France parce qu'ils ont une autre nationalité, israélienne ou pas. Donc oui, il y a quelque chose dans ce programme, ce parti fondé sur le rejet de l'autre, qui est intrinsèquement dangereux pour les Juifs, qui ne seront jamais exactement comme les autres là où ils sont. Ça, c'est le premier élément. La France insoumise, c'est pas la même chose, mais la France insoumise, on a, et chacun le sait, et on le dénonce partout, des propos objectivement antisémites qui sont proférés depuis des mois, sans qu'il y ait véritablement une opposition en interne. C'est absolument terrible. Ça a des conséquences, notamment sur les campus. Et donc oui, nous nous y opposons aussi. Donc nous disons ni RN ni LFI, parce que nous nous opposons à la fois au RN et à la France insoumise. Je rappelle que pendant la campagne des Européennes, place de la République, à côté de laquelle je travaille, quasiment tous les soirs, on entendait « mort à Israël » très violemment. Juste, je précise. Voilà. Donc, c'est important de le garder à l'esprit. Alors, également, quand même, une nouvelle très intéressante, la création de l'Union des lycéens juifs de France, section lycéenne de l'UEJF. Ça commence de plus en plus jeune, mais c'est important. Exactement. Alors, heureusement et malheureusement. Malheureusement, parce que s'il y a cette ULJF qui vient de se créer, je le salue, je salue William, le président de l'ULJF, ils ont fait un travail formidable pour rassembler des lycéens qui ont envie de se battre, notamment dans les lycées publics, de dire et d'affirmer que oui, ils veulent affirmer leur identité juive, affirmer leur droit à l'attachement à Israël, sans être obligés de recevoir de la haine face à ça. Je dis malheureusement parce que, vous le savez, il y a eu des problèmes, notamment devant les lycées, des manifestations et des blocus pro-palestiniens où ont été apposés des tags haineux, où ont été montrées des affiches haineuses, des mains rouges, etc., etc. Donc j'ai envie de dire malheureusement parce qu'il y a un besoin aujourd'hui d'avoir également des lycéens qui se mobilisent. Et je dis heureusement parce que ça confirme ce que nous on constate à l'UEJF depuis le 7 octobre, c'est que il n'y a pas de résignation chez les Juifs. Au contraire, il y a une volonté de mobilisation. Et cette volonté-là, elle est venue des lycéens. Et je suis fier, et nous sommes fiers à l'UEJF, de pouvoir les accompagner dans leur apprentissage du militantisme et dans le fait de se dire oui, nous, en tant que lycéens, nous allons également nous battre contre l'antisémitisme dans nos établissements. Donc vraiment, bravo infiniment à eux pour la création de cette section. Et bravo à vous de les soutenir. Yuval, un dernier mot, puisque vous êtes en studio avec nous. Apporter tout mon soutien à Samuel et à l'équipe de l'UEJF qui est en train de faire le tour de France des différentes circonscriptions. Vous allez les rejoindre à un moment ? C'est l'objectif. Mais en tout cas, aujourd'hui, très importante étape dans le Nord, à Roubaix, Wattrelos, où justement David Guiraud promeut des thèses soraliennes et les affirme de manière tout à fait indélicate et
déplacé et promeut l'antisémitisme dans le nord de la France. Donc un combat essentiel mené par l'UEJF et notamment par Samuel que je félicite. Oui, bravo à tous les deux en tous les cas et à toute l'équipe parce que il n'y a pas vous deux seulement, l'UEJF, c'est des équipes qui se mobilisent, qui luttent et c'est important. Bravo de faire tout ce que vous faites. Samuel Lejoyeux, nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Absolument, chère Lise. Voilà, alors merci d'avoir été avec nous ce matin et on se souhaite plein de courage pour dimanche soir. Voilà, et surtout on va voter, ça c'est important. Allez voter. Voilà, allez. Voter. Merci Samuel Lejoyeux, merci Yuval Watnin, à très vite sur Radio J. Au revoir. Au revoir. Si je te disais ce que je vois venir, Anne ma sœur, j'arrive